Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde numéro 4 de la journée. Je me présente, donc Jérôme Leleu, je suis le président d'Interaction Healthcare, également le CEO de Sim4Health, donc dans le secteur de l'e-santé. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique importante qui est le rôle de tous les acteurs de santé. Donc on parle de médecins 2.0, de pharmaciens 3.0, de patients 4.0, on n'a pas été plus loin, et montrer notamment ces frontières qui sont de plus en plus complexes avec le numérique, comment on peut donc faire fonctionner l'ensemble des acteurs. On sait que depuis maintenant plus de 18 mois, avec la Covid-19, eh bien, les changements du système de santé, les outils numériques ont bouleversé beaucoup de choses. Le but, eh bien, c'est d'en parler avec nos invités. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir animer cette table ronde avec différents intervenants qui illustrent en fait les thématiques que je viens d'évoquer, surtout les acteurs. Donc, nous avons Delphine Blanchard, donc, qui est à distance et qui est patiente, et notamment qui nous parlera bien sûr de son parcours, mais aussi comment elle utilise la e-santé. Elle est également enseignante dans un DU, vous allez voir, c'est passionnant. Nous avons également la chance d'avoir une autre Delphine Poula. Vous êtes donc cofondatrice et CEO donc de Euris, qui est un acteur dans la partie IT. On va en développer bien sûr dans quelques secondes. Nous avons également Thomas Brunet. Vous êtes le président cofondateur d'Apodis Pharma, mais vous êtes également surtout pharmacien au quotidien. Et comme les Delphines, on a aussi un deuxième pharmacien en la personne donc de Timothée Sinebert. Bonjour. Vous êtes donc Digital Innovation Manager chez Novartis, notamment au niveau du biome, mais là aussi on en reparlera dans quelques secondes. Et nous avons également, on parlait depuis 18 mois, ça change beaucoup dans un secteur qui est notamment celui de la télémédecine, avec David Amorin, donc vous êtes le directeur de développement et recherche et développement de Medocteurs. C'est ça, bonjour. Bien, écoutez, bienvenue à tous les 5. Alors, je ne sais pas si Delphine nous entend bien à distance, on a eu quelques petits soucis. Si c'est le cas, on va pouvoir passer la parole un peu plus tard. Je voulais commencer cette table ronde, comme on l'a préparé ensemble. Il y a maintenant 2 jours, on a annoncé sur différents médias un partenariat public-privé, puisque c'est une des thématiques de cette table ronde, comment les différents acteurs peuvent être présents, comment notamment les industriels de santé, avec une annonce qui a été faite sur l'innovation dans le traitement du cancer et l'intelligence artificielle. Donc une initiative qui a réuni l'Institut national du cancer, le Health Data Hub, Harris, mais également France Biotech, et puis également plusieurs laboratoires, dont Novartis qui était également présent. Qui montre en fait qu'on peut aujourd'hui peut-être innover différemment avec des acteurs technologiques, puisque France Biotech représente les acteurs des startups de domaine de la santé, et que depuis le développement de cette pandémie, différentes collaborations sont mises en place. On l'a vu également avec la coalition Next qui s'était créée. Donc, je ne sais pas si Delphine, vous nous entendez. Si ce n'est pas le cas... Non, c'est pas le cas. Alors écoutez, on va s'adapter, c'est le digital aussi, il faut être réactif et s'adapter. On va commencer par vous Thomas. Donc comme je disais, donc vous êtes pharmacien à Chinon, une région que beaucoup de gens aiment bien, si j'ai bien compris. On a du bon vin, oui. Exactement. Mais ce qui était également passionnant en travaillant avec vous, c'est que vous êtes entrepreneur dans le secteur de l'e-santé. Donc au même titre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont des médecins, qui sont des cliniciens et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Vous avez les 2 activités avec notamment Apodis Pharma. Et donc, en première question, alors on devait commencer bien sûr par Delphine en tant que patient. On sait que le pharmacien est souvent, et à juste titre, identifié comme l'acteur de proximité au niveau des patients. Donc moi, je voulais commencer avec une première question. C'est pour vous la place des équipes officinales, des pharmacies, dans le numérique en santé. Est-ce que ce rôle de proximité, il est renforcé par le numérique, ou au contraire, il l'écarte et vous perdez un peu le contact avec vos patients? Donc, on commence par vous, Thomas. Alors, effectivement, dans notre rôle de pharmacien de proximité, on a quand même encore une relation physique avec les patients, parce qu'on est parfaitement intégré dans le parcours de soins. Et très concrètement, on est professionnels de santé qui voyons très régulièrement les patients. Les pharmacies sont ouvertes tous les jours, partout sur le territoire. Et on estime, nous, que les pharmaciens sont très à même de développer ces fameux usages numériques auprès des patients. On a une profession qui est très informatisée.
Et surtout, ce qu'on constate, c'est que les patients, quand ils sont au comptoir, en fait, ils ont des nouvelles demandes. Delphine aurait pu le citer avec les patients, mais concrètement, ils sont très digitaux eux-mêmes, et ils sont très en demande aussi de mieux comprendre leur pathologie, mieux comprendre leur traitement, et forcément ils viennent très régulièrement nous voir, nous, parce qu'on est très accessible, pour nous poser toutes ces questions. Donc nous, on pense que le pharmacien est à même justement de répondre à ces sujets, et le numérique est un vecteur pour y remédier, oui. Très bien. Delphine, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, et vous ? Ah ben, très bien, c'est parfait. On est ravis que vous soyez là, et également rassurés que vous puissiez donc prendre la parole, puisque c'est vrai qu'on parle souvent, lorsque j'avais animé également une table ronde, on avait parlé de la parité, et on est également très soucieux, je pense, tous les acteurs autour de cette table, quand on parle du patient, que le patient prenne la parole. Votre prise de parole est essentielle, parce que on a besoin d'avoir votre retour au niveau de la e-santé. Alors je disais donc, Delphine, que bien sûr vous expliquerez ce que vous faites dans le secteur de la e-santé, mais je sais que vous êtes également patiente enseignante dans le cadre d'un DU de médecine connectée. Vous allez également nous en parler. Et puis vous êtes également très active auprès de la Société française de santé digitale, et enfin vous êtes experte à la Haute Autorité de Santé. Donc vous voyez, vous avez plus que votre légitimité dans cette table ronde pour parler du patient dans le secteur de la santé. Donc vous, aujourd'hui, on a parlé en introduction du développement de la télémédecine qui avait explosé forcément depuis la Covid-19. Vous, comment vous voyez aujourd'hui ces frontières de l'usage du numérique, notamment au niveau de l'usage pour les patients ? Alors, déjà, je suis d'accord. Le pharmacien est très important dans le numérique en santé. C'est l'acteur de proximité de santé qu'on voit le plus souvent. Donc, je pense que le rôle est primordial. Et puis, il fait partie intégrante du territoire. Donc en fait, du coup, pour les personnes qui n'ont pas ou peu accès au numérique en santé, ça peut être un levier formidable. Donc ensuite, effectivement, moi, dans mes divers projets, je suis très à cheval sur le fait que les patients soient impliqués dès le départ d'un projet numérique, pour éviter en fait que ce soit, entre parenthèses, un effet de mode pour le patient. C'est-à-dire que le patient, on va lui confier donc un nouveau logiciel, un nouveau produit en santé. Je pense qu'il va être intéressé par la nouveauté, et puis au bout d'un certain temps, il risque de l'abandonner parce qu'il n'y voit pas d'intérêt pour lui. Donc l'intérêt, il peut être sur plusieurs versants, sur l'autonomisation, sur des données objectives. Ça peut être des graphiques qui permettent donc aux patients de s'autonomiser et puis prendre un petit peu le pouvoir un petit peu pendant la consultation pour réduire la dissymétrie. Alors Delphine, dans le cadre de cette table ronde, on aime également les approches un peu concrètes et pragmatiques. Alors pour ceux qui voudraient interagir au niveau des questions, notamment pour l'ensemble des intervenants, n'oubliez pas le hashtag PHT 2021 qui nous permettra d'avoir vos questions. Delphine, vous disiez, lorsqu'on a préparé cette table ronde, que vous aviez travaillé sur forcément un sujet que vous connaissez bien, notamment que l'application Mobidy améliorait la mobilité des patients en dialyse. Est-ce que vous pouvez donner cet exemple concret d'application e-santé sur lequel vous avez participé? Alors, donc en fait, avec Béatrice Embark, qui est le CIO de Mobidy, on s'est rendu compte en fait que, on savait déjà que les patients partaient très peu en vacances, parce que c'est extrêmement compliqué quand on est dialysé 3 fois par semaine. Il y a toute une organisation qui est mise en place et qui est parfois défaillante pour des raisons d'organisation ou pour des raisons de place dans les centres. Donc en fait, du coup, on a mis en place une carte où le patient peut trouver donc le centre de dialyse le plus proche de l'endroit où il veut aller. Et puis surtout, on veut vraiment aussi pouvoir agir sur l'organisation des centres de dialyse en proposant un dossier numérique pour faciliter les échanges entre les centres.
Très bien. Et donc en fait du coup, moi j'ai été impliquée dès le départ dans cette application, et donc on fait en sorte avec Béatrice, donc moi j'apporte un petit peu la vision expertise et sémantique un peu, et puis Béatrice apporte sa vision technique et d'entrepreneur. Alors Delphine, bien sûr, on va continuer à vous donner la parole pendant tout le long de cette table ronde. Vous avez parlé d'une notion qui nous tient et qui me tient à cœur, c'est bien sûr la co-conception avec les patients. Et dans le titre de cette table ronde, il y a également le rôle important des industriels. Donc nous avons avec nous, donc je disais tout à l'heure, Timothée Sinobert, donc vous êtes Digital Innovation Manager donc au Biome Paris. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce laboratoire d'innovation digitale. Vous êtes également professeur de santé puisque vous êtes pharmacien de formation. Alors lorsqu'on a préparé donc cet échange, vous me parliez d'un projet qui était assez ambitieux pour Novartis, le GoBe1 Data and Digital, donc qui est les 5 grands piliers stratégiques que vous avez définis au niveau de Novartis. Alors vous nous direz si c'est au niveau de la France ou au niveau global, et notamment alors quelque chose qui m'a beaucoup marqué, avec un objectif de soigner 2 fois plus de patients et 2 fois plus vite. Donc je pense que c'est des notions qui doivent également intéresser Delphine. Donc concrètement, vous, au niveau du biome, comment vous rendez, on va dire, concret et réalisable ces deux grands objectifs? Ouais, merci beaucoup Jérôme. Déjà, effectivement, c'est une stratégie d'entreprise globale. Il y a un nouveau CEO qui est arrivé à Novartis il y a maintenant 4 ans avec une vision, effectivement, go big on data on digital, et faire de Novartis un acteur clé de la technologie, pas seulement de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de l'écosystème technologique qui est associé à tous ces produits de santé. Et une des traductions opérationnelles de cette vision, ce fut de créer les biomes. Je dis les biomes parce qu'en fait, c'est un écosystème de départements. C'est pas un acronyme, c'est vraiment dans le sens écosystémique du terme. Et on a eu la chance en France, à Novartis France, d'avoir le 2e biome au monde, le premier en Europe, donc qui est le biome Paris, qui a été créé il y a maintenant 2 ans et demi, qui avait été annoncé à Vivatech en 2019, après le biome San Francisco pour les États-Unis. Et en fait, depuis, il y a une dizaine de biomes qui ont été annoncés partout dans le monde, notamment beaucoup en Europe, beaucoup en Amérique du Nord, en Asie. Et il y en aura d'autres qui vont être créés pour créer vraiment cet écosystème de départements qui sont désilotés, décloisonnés et qui communiquent pour travailler main dans la main dans un grand groupe qui a beaucoup d'enjeux et qui a beaucoup de problématiques, beaucoup de collaborateurs et qui soigne beaucoup de patients dans le monde entier. Et donc effectivement, il y a la vision générale qui est aussi de soigner 2 fois plus de patients 2 fois plus vite sur l'ensemble de nos actions. Donc le data et le digital en fait partie, mais parmi plein d'autres actions qui se situent tout au long de la chaîne. Donc ça va de phase très amont de recherche et développement jusqu'à des sujets de parcours patient dans vraiment le concret de la prise en charge dans un pays comme la France. Et le biome, lui, qu'est-ce qu'il fait? On a un rôle de catalyseur, de traducteur, d'interface entre 2 écosystèmes qui initialement communiquent pas très bien. C'est pas notre métier initialement de développer des solutions digitales, de travailler avec des startups technologiques. Et donc aujourd'hui, c'est une interface qui est nécessaire pour faciliter, pour accélérer la manière dans laquelle on va collaborer ensemble pour co-développer des solutions qui seront avec des acteurs de l'écosystème, des patients, des professionnels de santé, des startups technologiques, des plus grands groupes aussi de la tech. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'investissent. Et puis aussi des développements internes. Donc on développe aussi des solutions, on pourra y revenir, des solutions qui sont développées en interne avec des compétences aujourd'hui de data science qui existent en interne dans le groupe. Et donc aujourd'hui, ça fonctionne. Après 2 ans et demi, il y a des projets, des choses très concrètes qui sortent et qui arrivent, qui pénètrent aujourd'hui l'écosystème, et les patients profitent du coup de ces solutions. Alors l'e-santé, elle est bien sûr très forte au niveau de la France, mais c'est bien sûr un mouvement qui est au niveau international. On va en parler tout à l'heure avec Delphine également, notamment en Asie. Est-ce que ces biomes qui sont lancés dans différentes régions, est-ce qu'il y a de la transversalité, est-ce qu'il y a de l'échange sur les bonnes pratiques et peut-être des choses qui pourraient être intéressantes dans le parcours de soins en France, qui seraient peut-être issues d'un des autres biomes, soit aux États-Unis ou autres régions du monde? Ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à comprendre en fait qu'est-ce qui est transposable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui sont transposables très facilement avec des pays qui ont exactement les mêmes problématiques que nous. Et donc, une solution qui va être très bien en Allemagne,
elle sera peut-être très bien en France. Et c'est ce qui s'est passé typiquement avec une start-up qui s'appelle Ada Health, qui développe un symptôme checker et avec qui on travaille dans la spondylarthrite. Cet outil a été développé initialement en collaboration avec les équipes de Novartis Allemagne et progressivement c'est implémenté dans d'autres pays en France. C'est ce qui s'est passé aussi avec la start-up Tilac, avec qui on travaille en ophtalmologie. Ça a commencé avec les équipes ophtalmologie en France de Novartis et ça s'est étendu à d'autres pays. Donc il y a des choses transposables, il y a des choses qui ne le sont pas. Je pense notamment à des enjeux de réglementation. Il y a des choses qu'on peut faire et pas faire Europe versus Amérique du Nord ou Asie sur un environnement réglementaire, sur l'usage des données de santé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être transposées et d'autres non. Donc on a nos spécificités, mais effectivement l'idée c'est d'éviter la redondance. Et la redondance aussi, c'est pas que entre les autres pays, c'est aussi entre régions en France. C'est-à-dire que les patients, il faut pas qu'ils changent d'hôpital, ils aient une autre application, ils changent de ligne de traitement, ils aient une autre application. Donc c'est pas que éviter de dupliquer à l'échelle internationale, c'est aussi éviter de dupliquer à l'échelle régionale en France. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez du biome qui a été lancé en fait avant cette pandémie de la Covid-19. Donc ça montre que c'est un processus que vous aviez déjà enclenché avec ces volontés stratégiques. On va revenir tout à l'heure notamment sur les autres applications que vous mettez en place. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises, cette Covid-19 a mis en évidence un point important qui est celle de la télémédecine. Donc dans le titre de cette table ronde, c'est des nouvelles frontières. Et on a vu un champ de la télémédecine. Alors David va nous en parler de manière beaucoup plus détaillée, mais qui était très réglementé. Et puis on a pu voir avec la situation sanitaire qu'on a tous connue, que certaines frontières avaient, sauté, notamment sur l'usage parfois de son téléphone, de WhatsApp ou FaceTime pour pouvoir appeler un projet de santé. Donc vous avez été, vous David, je rappelle, vous êtes donc le directeur du développement et de la recherche de Médocteur. Vous avez été un témoin central du développement de la télémédecine. Donc la première question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce qui a vraiment changé depuis 18 mois pour les patients, pour le système de santé et puis peut-être pour les acteurs bien sûr de la télémédecine dont vous faites partie? Alors, ce qui a changé radicalement, parce que la télémédecine, elle existe depuis 10 ans à peu près, en France et dans le monde. Ce qui a changé, c'est l'échelle. Avant, on était dans le local. Le digital utilisé dans le local. Donc, on était finalement à 5% de la puissance du digital, parce qu'on l'utilisait plutôt pour des expérimentations en local, sur un établissement, un territoire. Voilà, donc à petite échelle. Et qu'est-ce qui a changé? Finalement, c'est radicalement l'échelle de l'usage de la télésanté. Il y a eu un avant et un après. Pour les transformations, il faut toujours des catalyseurs. Le Covid a été un énorme catalyseur de cette transformation. La téléconsultation, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans l'usage quotidien des professionnels de santé, des patients. Globalement, la plupart des professionnels et des patients utilisaient la téléconsultation ces 18 derniers mois. Et finalement, on a connu, en termes d'accélération dans la e-santé, en 18 mois, ce qu'on a vécu en 10 ans par le passé. Voilà, il y a vraiment eu un changement d'échelle. Ça, c'est rendu possible parce qu'il y a pas mal de freins qui sont tombés durant cette période. Une prise en charge, par exemple, à 100% par la sécurité sociale, donc une mesure dérogatoire pour la téléconsultation, le développement du télésoin pour les paramédicaux, ou par exemple tout ce qui a été télésuivi par les hôpitaux à distance de patients chez eux. Ça a permis de réduire l'engorgement dans les hôpitaux. Et donc ça s'est vraiment développé à très large échelle. Alors, ça a permis d'avoir une courbe d'expérience au niveau des professionnels de santé, au niveau des patients. Ce qui a changé, c'est la maille. On est passé de projets locaux à un projet national, voire c'est répercuté partout dans le monde, ce type d'usage. Et aujourd'hui, on a un véritable retour d'expérience sur des dizaines de millions d'usages dans la télésanté. On est passé de l'artisanat digital à la massification de l'usage, et encore tout ça grâce à certains freins qui ont été levés. Alors, je vois que Delphine réagit à distance. On essaye, vous voyez, d'être le plus interactif possible. On a quand même deux acteurs qui utilisent en fait la télémédecine. C'est vous, Delphine, et également Thomas, vous en tant que pharmacien. Donc, j'allais vous demander votre pratique qu'évoque David. Comment vous l'avez vécu, notamment sur des pathologies chroniques comme la vôtre, Delphine? Alors, pour ma part, quand il y a eu le premier confinement lié au Covid, j'étais en dialyse à domicile, donc chez moi. Donc en fait, ça m'a permis d'être totalement protégée. Et puis du coup, les acteurs de ville ont pu prendre le relais.
Et ça, c'était vraiment très important, c'est-à-dire que ma médecin généraliste me voyait en téléconsultation, ensuite mon pharmacien me livrait les médicaments, et en fait, du coup, ça m'a permis d'être totalement confinée, et clairement, la ville a pris le relais, donc dans mon cas. Très bien. Alors, vous avez parlé du terme de pharmacien. Donc, vous, Thomas, est-ce que la télémédecine, est-ce que, je sais pas, vous avez une cabine de télémédecine, ou est-ce que vous avez utilisé des solutions comme celle de mes docteurs dans cette période, et peut-être avant et après cette période de la Covid? Oui, alors en fait, moi j'ai la chance de travailler dans une CPTS, donc on a organisé avec tous les professionnels de santé. Donc on s'est posé collectivement la question de la télémédecine, et en fait on a équipé plutôt le cabinet de médecins généralistes de télémédecine. On est dans un territoire plutôt isolé, et ça nous sert en fait à faire des consultations auprès des spécialistes qui pourraient pas venir sur ces territoires-là. Donc voilà, c'est plutôt les médecins qu'on a équipés de télémédecine. Voilà. Pour faire de la téléexpertise, je suppose. C'est ça, exactement. Quand il y a des sujets un peu plus techniques, effectivement, ils font appel à leurs confrères hospitaliers, et c'est comme ça qu'ils servent des outils de télémédecine. Alors c'est vrai qu'il serait intéressant, à mon avis, d'avoir des fois une table ronde spécifique sur notamment les 5 grands actes de la télémédecine que David pourra peut-être nous développer pour une prochaine fois. Donc on continue le tour de table, et puis on va reparler bien sûr de cet impact, et puis aussi surtout comment ça peut perdurer dans le temps. Je pense que c'est pas valable que pour la télémédecine. Alors Delphine, je rappelle, donc vous êtes la CEO et la cofondatrice donc de Eurisk, et bien Timothée a parlé de grands groupes, notamment on parle souvent des GAFAM, mais vous êtes un acteur d'origine française, et vous êtes un grand groupe donc de IT, donc de technologie, qui est spécialisé que dans la santé, avec une partie donc solutions digitales, et puis également hébergement de données de santé. C'est souvent un élément important pour les dispositifs, et surtout vous êtes présente depuis pas mal d'années sur ce marché, avec une vision internationale dès le début, présence très forte en Asie. Et donc, voilà, moi je voulais avoir votre retour avec peut-être ce prisme plus technologique et international. Comment vous avez vu le développement de ces technologies, et est-ce que ces nouvelles frontières, au-delà des géographiques, se développent avec tous les acteurs que vous rencontrez au quotidien? Alors c'est vrai qu'en fait, dès le début, on a eu une volonté d'aller à l'international. Pour être tout à fait transparente au départ, parce que la croissance était aussi sur ces territoires-là. Et puis en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les préoccupations qui nous animent sur cette table ronde aujourd'hui, à la fois sur les interactions auprès des professionnels de santé, des patients ou des laboratoires, en fait, c'est assez universel. Qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine ou en Europe, en fait, on a à peu près tous les mêmes préoccupations. Évidemment, les réponses, elles vont être assez différentes en Asie ou en Europe. En Asie, le digital est considéré comme acquis. En fait, c'est un moyen et c'est pas un objectif. Aujourd'hui, tout le monde est assez digitalisé. Le laboratoire qui va communiquer auprès des professionnels de santé ou auprès des patients va le faire avec les réseaux sociaux qui sont ceux de la Chine avec WeChat ou de Line sur les autres territoires. Là où en Europe, en fait, nous, on a aussi une formidable avancée qui est la notion de la donnée personnelle de santé, pour lesquelles les consciences sont plus éveillées et pour lesquelles, je pense, on a tout à gagner à avoir ces regards croisés. Donc effectivement, en fait, cette dynamique digitale, pour nous, elle s'inscrit vraiment surtout dans une stratégie que doivent avoir les différents opérateurs et qui doivent répondre à l'usage. Il y a une forme de vérité. David parlait tout à l'heure de massification, mais je partage complètement le terme. En fait, l'innovation vient par la masse. Le fait de pouvoir utiliser les outils répond à cette vérité qui est de dire si l'outil est utilisé, c'est qu'il a un sens, et évidemment, il va nourrir aussi beaucoup de données qualitatives dont on sait aujourd'hui que c'est un petit peu le trésor des entreprises. Mais à la fois sur le plan du digital comme sur le plan de la data, ce qui nous paraît important, c'est la stratégie autour de l'usage qui peut être fait de tous ces médias. Et ces médias sont assez formidables parce qu'en fait, ils vont pouvoir aussi gagner sur des formes d'industrialisation. Ils vont évoluer, et toute l'agilité que doivent trouver des sociétés high-tech, c'est cette capacité à accompagner les clients vers cet apprentissage de plus en plus fort, qu'ils soient en Europe ou en Asie. Ce qui est vraiment formidable en Asie, c'est la capacité à aller vite et à aller tout de suite dans le nombre et dans le volume. Donc ça, pour un opérateur comme nous, c'est extrêmement intéressant d'aller chercher cette industrialisation des process, parce qu'en fait, derrière, on peut aussi en bénéficier l'usage et surtout un retour d'expérience qui est souvent très intéressant.
Alors en France, on voit il y a des politiques de développement. Je pense notamment au plan sur Ma Santé 2022, le travail que portent et mènent souvent donc Laura Letourneau et Dominique Pont, qui expliquent en fait notamment ce développement de cette maison de l'e-santé. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui de la France par rapport à ce que vous voyez au niveau international? Est-ce que cette dynamique, elle est plus forte chez nous que chez les autres pays, ou au contraire, c'est quelque chose de massifié aussi en termes d'usage? Alors, on fait partie, nous, de cet écosystème qui n'est pas une croyance, qui est vraiment basé sur une vraie, je pense, compétence de la filière santé en France. On a vraiment des vrais atouts, que ce soit technologiquement parlant ou aussi d'un point de vue réglementaire. Nous, on a fait le choix dès le départ de partir avec ces deux piliers. Se faire confiance sur le plan des technologies, c'est pas si évident d'aller en Asie pour présenter des solutions digitales, et pourtant ça fonctionne. Parce que je crois qu'on a aussi dans nos formations, dans nos écoles d'ingénieurs ou dans la formation des jeunes une très bonne compétence, même si parfois on a envie de dire le contraire. Nous, on a fait ce choix-là et ça fonctionne. Et puis on a un réglementaire qui est très avancé. Et donc ces deux piliers-là, en fait, on s'aperçoit que finalement notre pays a des vrais atouts par rapport à l'international. C'est le cas en Chine, c'est le cas en Asie, c'est le cas ailleurs, mais réellement sur ces marchés où la croissance est forte, l'écosystème est dynamique, on essaye d'avancer groupé et ça fonctionne. Donc parfois c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de ne pas être en mesure de autant être dynamique sur notre territoire, mais il faut absolument qu'on arrive à le faire parce qu'en fait ça fonctionne et ça fonctionne bien. Donc je crois réellement que toutes ces initiatives portées par tant les syndicats, les institutions, les entreprises à la fois du médicament, du dispositif et tous les opérateurs, je crois qu'il y a un vrai gain de confiance à établir et y aller ensemble. La confiance, il faut la rétablir à tous ces niveaux-là, entre aussi, je pense, les industriels, les professionnels de santé et le patient. On est dans une époque où je crois que la confiance est essentielle. Le digital va être un moyen de peut-être animer cette confiance, mais il faut oser se faire confiance et puis oser aussi peut-être porter un certain nombre de valeurs qui se traduisent au quotidien dans nos entreprises et au niveau aussi de l'écosystème qui est assez justement dynamique. Alors Delphine, c'est une très bonne transition par rapport à deux mots-clés, confiance et usage. Donc pour Delphine, qui est à distance. La question, je dirais, presque centrale de cette table ronde, c'est pour vous aujourd'hui, quelles sont les conditions pour que la e-santé se développe avec le patient? C'est quoi pour vous vos convictions profondes pour que nous ayons des usages et une confiance qui soient fortes pour le déploiement de la e-santé en France? Alors déjà pour moi il y a la transparence, donc la confiance, comme disait Delphine. Et puis je crois que pour développer l'usage, il faut vraiment s'y prendre dès le départ, dans la formation initiale par exemple en tant qu'enseignante. J'essaye de faire comprendre donc aux étudiants que sans l'apport de tous les partenaires en santé, pas forcément que des patients. Quand on construit par exemple un logiciel, on n'est pas obligé d'être médico-centré, mais aussi de voir les infirmières, les patients, parce que le premier usage, ça va souvent être, dans l'hôpital notamment, ça va souvent être les infirmières ou les infirmiers. Donc les acteurs un peu primaires. Donc je pense que ça c'est primordial. Voilà, d'y penser. Alors, vous venez de souligner un élément aussi important qu'est la formation des patients, parce que parler de technologie, quand on ne maîtrise pas ces thématiques, c'est toujours complexe. C'est également le cas pour les pôles de santé. On sait qu'il y a une volonté, notamment de l'État, de pouvoir, notamment en formation initiale et continue, intégrer cette santé numérique pour qu'elle devienne, au même titre qu'une langue, ou peut-être le codage informatique, quelque chose d'intégré. Qu'en est-il au niveau des pharmaciens? Et là, je vous pose, Thomas, la question avec votre double casquette, en tant que pharmacien, usage à l'officine, mais aussi au niveau d'Apodis Pharma, où vous réfléchissez en fait sur des usages qui peuvent être pertinents. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette image de est-ce que le pharmacien va pouvoir demain utiliser toutes les technologies que les patients utilisent à ce jour?
Oui, alors effectivement, c'est surtout lié à l'usage. Il faut savoir quand même que le pharmacien est en pleine mutation, un peu comme les laboratoires pharmaceutiques et les patients. On a tous des enjeux qui sont différents et en fait, les pharmaciens ont en ce moment des nouvelles missions qui leur sont attribuées, avec notamment de faire de la vaccination. On l'a bien vu pendant la crise Covid où les pharmaciens étaient en première ligne et ont plutôt assumé leurs responsabilités sur les tests Covid. Mais surtout, la transformation de leur rémunération passe d'une rémunération sur le volume, où il fallait vendre un maximum de boîtes pour gagner sa vie. Et surtout, il fallait aussi délivrer des génériques. Donc voilà, ça c'était avant. Donc effectivement, on n'était pas forcément les partenaires des laboratoires à ce moment-là. Mais cette rémunération-là est complètement arrêtée. Et on va basculer sur un autre modèle qui est celle de la rémunération sur des nouvelles missions. Donc on connaît celle de la vaccination et des TROD, etc. Mais on a aussi des missions, et personne ne le sait, qui sont autour du bon usage de médicaments. Parce que c'est primordial, le bon usage de médicaments. Donc là, on va parler d'observance, de persistance, de qualité de vie et de remontée de données en vie réelle. C'est inscrit dans les décrets, on doit appliquer ces missions-là. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait. Parce que là, c'est des disciplines qui deviennent de plus en plus techniques, la formation est primordiale, et c'est là où Apodis Pharma est fait pour accompagner ces transformations-là, parce qu'ils ont besoin d'aide, nos confrères. On voit arriver sur le marché tout un tas de solutions digitales qui sont très innovantes, et merci à Novartis. Timothée, vous avez parlé tout à l'heure d'une solution autour de la polyarthrite rhumatoïde, j'imagine que c'est pour l'Ambrelle. Concrètement, c'est une super solution, mais comment on la diffuse aux patients? Et puis nous, concrètement, est-ce que je diffuse cette application si le patient prend le Lumira? Parce que forcément, il va y avoir un sujet sur la polyarthrite rhumatoïde, mais le sujet, il y a Ambrelle, Lumira. Et le but d'Apodis, c'est justement de développer une solution de bon usage des médicaments, d'empowerment de patients pour qu'ils comprennent bien sa pathologie et qu'ils prennent bien ses médicaments et qu'ils renouvellent bien ses traitements, mais de façon très personnalisée. C'est que nous, on sait quel patient prend l'Ambrelle et on va les diffuser avec Apodis, la solution de Novartis. Et du coup, on va pouvoir interagir avec lui au comptoir, lui diffuser la solution développée par le laboratoire pour justement derrière aider le pharmacien pour faire en sorte que le patient prenne bien son son médicament, et soit mieux soigné et améliore sa qualité de vie. Et derrière, on peut aussi, en tant que pharmacien, interagir avec le patient, et c'est là où Apodis peut récupérer de la donnée structurée pour pouvoir remonter ces données en vie réelle qui sont primordiaux pour piloter la santé des patients. Donc, comme le disait Delphine, co-conception avec les patients, mais aussi, notamment par rapport à votre double profil, partir vraiment des usages terrain qui vont permettre de créer en fait ces applications. Je pense que c'est l'exemple qu'on avait pu voir avec Timothée en préparant cette table ronde. Alors, on n'a pas le temps de développer toutes les initiatives, les collaborations que vous faites, mais Thomas vient de signaler une démarche de personnalisation. On parle souvent de la médecine des 5P, parfois des 6P si on intègre les preuves, mais aussi cette médecine préventive, personnalisée. Je crois que vous avez beaucoup d'initiatives, Timothée, au niveau de Novartis qui sont en cours. On a parlé en France, mais aussi à l'international. Notamment beaucoup de projets autour des chatbots, donc ces dispositifs qui permettent d'interagir avec votre téléphone. Vous allez sûrement l'expliquer encore mieux que moi. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 éléments qui vont peut-être dans la continuité de ce qu'a évoqué Thomas, c'est-à-dire une personnalisation où je souhaite interagir avec mon application, pas sur une information générale, mais celle qui correspond à mon parcours de soins, à ma pathologie et bien sûr à une amélioration, notamment peut-être sur l'observance. Avant de répondre, je vais faire une mini digression sur la formation des pharmaciens. J'ai la chance de retourner à la fac de temps en temps pour aider les étudiants sur des études de cas. Et typiquement, l'année dernière, il y avait ces 100 personnes qui ont bossé sur un implant cochléaire avec une boucle de machine learning pour gérer le niveau sonore. L'année d'avant, c'était un pancréas artificiel, un peu dans le style Diabeloop. Donc on voit des promotions de pharmaciens qui sont aujourd'hui, alors c'est pas dans toutes les facultés, mais qui sont aujourd'hui formés. Il y a une transition. À l'époque, on parlait que de petites molécules chimiques et c'était tout. Là, maintenant, on commence à voir quand même ces innovations arriver dans les cursus de formation. Il y a un point important que vous avez soulevé, c'est cet aspect de parcours. C'est-à-dire que c'est plus uniquement le traitement de la maladie, déconnecté du reste. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a une vraie considération justement pour le reste. Le patient, dans sa prise en charge, avec des professionnels de santé, avec un avant, un après. Et l'idée, c'est vraiment de considérer le patient dans sa prise en charge et non plus dans la molécule spécifique qui va être développée par notre laboratoire et finalement vraiment considérer le patient dans sa pathologie et non plus dans son traitement.
Et donc effectivement, il y a un certain nombre de collaborations. Là, cette semaine, on annonce une collaboration avec le chatbot Vic dans la sclérose en plaques, qui est du coup une nouvelle collaboration avec la société WeFight. Qui vient de lever, je crois, 10 millions d'euros. Quand donc ça même. montre que voilà, il y a aussi c'est un dynamisme. pour du digital, ce qui est très significatif comme levée de fonds, donc on s'en réjouit. Et à côté de ça, Novartis, je le mentionnais tout à l'heure, a des développements internes. Et donc typiquement, on a un chatbot qui est développé en interne par nos équipes, qui s'appelle Ascalia, et cette fois-ci dans le psoriasis. Donc on a les deux approches qui se combinent, qui se complètent en fonction des besoins et des enjeux. Et effectivement, avec cet état d'esprit de suivi du patient. C'est pas le chatbot, il va pas aider le patient que vis-à-vis d'un produit. Il va l'aider dans sa pathologie au sens beaucoup plus large. Il y a un point aussi que je souhaitais aborder, c'est dans l'intitulé de cette table ronde, on parle de patients, de professionnels de santé, mais on ne parle pas en fait de l'ensemble des citoyens qui sont, alors je sais pas si c'est citoyens 5.0 pour continuer l'intitulé, mais aujourd'hui, en fait, il faut penser à tous les individus qui participent à ces projets et qui nécessitent aussi une formation. C'est pas que former les pharmaciens, c'est former les médecins, c'est former les patients. Il y a des patients experts, il y a des patients moins experts, et puis il y a aussi toutes les personnes qui participent au développement de ces outils innovants complexes. Dans l'industrie pharmaceutique, on travaille beaucoup sur la transformation digitale du groupe au sens beaucoup plus large. Et donc, c'est comment on fait monter en compétence l'ensemble des collaborateurs dans une industrie qui est relativement en retard par rapport à plein d'autres secteurs industriels. Donc, on a un vrai enjeu, nous, Biome, d'ouvrir les chakras de nos collaborateurs sur ce qui se passe dans l'écosystème et de monter en compétence sur des innovations, sur des enjeux de dispositifs médicaux, des enjeux réglementaires, des enjeux de technologie pour accélérer l'adoption de ces innovations. Et on parlait également tout à l'heure des frontières qui évoluent, les collaborations au sein des laboratoires avec même l'ensemble des autres laboratoires évoluent. J'ai évoqué la coalition Innovation Santé. Je crois qu'Amandine Benjak de Takeda, qui est la présidente de la coalition, a été présente ce matin, en a parlé. Je sais que Novartis est présent. Vous travaillez aussi avec d'autres laboratoires pour pouvoir accompagner en fait des solutions. Est-ce que ça c'est nouveau? Est-ce que c'est dû à la Covid-19 ou c'est l'histoire logique d'une collaboration qui est maintenant pas uniquement laboratoire avec les acteurs, mais même aussi entre laboratoires? C'est pas totalement nouveau, parce que si on regarde des produits plus traditionnels de biotechnologie, des collaborations industrielles interpharma, il y en a quand même depuis un certain temps. Des consortiums qui impliquent des sujets très innovants. Je pense notamment au consortium Mélodie, qui a maintenant plusieurs années, avec de l'apprentissage fédéré et de l'intelligence artificielle, qui était notamment porté par Hawking à l'époque. Ça a déjà quelques années. Donc il y en a de plus en plus. Le consortium dont on parlait tout à l'heure, donc filière intelligence artificielle dans le cancer, pareil, il y a 6 pharma, je crois, qui sont impliqués dans ce consortium. Il y a de plus en plus d'initiatives et de plus en plus effectivement de collaborations de collaborations avec des startups qui sont exclusives à des collaborations non exclusives, et c'est tout l'enjeu de la coalition Next qui se pérennise, qui se renforce, qui évolue et qui finit là sa saison avec des projets qui vont être portés entre plusieurs industriels pharmaceutiques, malgré la complexité qu'il faut pas négliger, mais ça fonctionne et on arrive à coporter des innovations, y compris entre des laboratoires qui sont sur des aires thérapeutiques similaires. Alors on parle de nouvelles frontières. Est-ce que demain on peut imaginer je vais laisser la parole également à David pour compléter, mais peut-être une collaboration entre des acteurs industriels et des acteurs de la télémédecine. Est-ce que vous pensez qu'il y a un terrain de dialogue ou d'échange qui vous semble naturel dans ces pratiques qui touchent les patients et le grand public depuis maintenant plus de 18 mois? C'est indéniable. Il y a une nouvelle filière qui s'est construite, c'est filière intelligence artificielle, donc c'est une nouvelle filière industrielle qui se construit avec des nouveaux acteurs, et c'est indéniable qu'il faut collaborer dans cette filière, que ce soit avec les grands acteurs de la tech, les acteurs de la télémédecine, de la téléexpertise aussi, tout à l'heure on le mentionnait, l'adressage des patients vers des spécialistes, c'est un enjeu clé, donc effectivement il y a plein d'opportunités de collaboration qui existent.
Très bien, merci Timothée. On va continuer et terminer puisque je vois que le temps avance. Mais donc cette collaboration, je aussi avoir votre avis, David, si avec des industriels de santé, c'est des choses qui vous semblent intéressantes et à développer. Et de manière peut-être plus complète, c'est comment on intègre la télémédecine dans le système de soins français durablement et pas uniquement l'effet Covid. Et on a bien vu qu'entre le premier confinement et le deuxième, il y a eu des pratiques différentes. Quelles sont, à votre avis, les clés pour que ça puisse se développer? Alors effectivement, il ne faut pas que ça reste une médecine de gestion de crise, ça serait bien dommage. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Alors il y a des chiffres qui sont éloquents, on est passé de 2019 à 2020 de 75 000 téléconsultations à 19 millions par an, pris en charge par la Sécu, de 3 000 médecins à 60 000 médecins qui s'y sont mis, 80% des gens qui utilisent nos solutions de téléconsultation sont hyper satisfaits, donc les patients aiment ce type de service, sans oublier la téléconsultation 24/7, donc la possibilité en complément des téléconsultations de pouvoir avoir accès à un médecin 24 heures sur 24 grâce à sa complémentaire santé en général. Et donc là, on va fournir des services qui vont permettre à un patient, et c'est comme ça, il y a des inégalités territoriales très fortes dans l'accès aux soins en France, des déserts médicaux, du temps médical qui est parfois difficile à utiliser. Et donc nous, on fournit par exemple 150 000 téléconsultations par an. Donc on voit, il y a cet usage qui s'installe. Et d'autre côté, il y a encore des freins. Faut pas on va se dire les choses. Il faudrait pas qu'on vienne trop en arrière. Alors, c'est plutôt positif, du point de vue réglementaire. Il y a l'avenant 9, là, qui est tombé, qui va soutenir qui va laisser des espaces pour le développement de la télémédecine. On a vu l'extension cet été de tout ce qui était acte de téléexpertise à l'ensemble des professionnels de santé. Donc ça, c'est très intéressant. Un pharmacien et une infirmière va pouvoir solliciter un expert à distance pour avoir un avis médical valorisé, pris en charge. Il y a des histoires de sous, bien évidemment, pour que ça puisse prendre. Mais pour autant, ça va pas assez vite. Par exemple, on attend encore depuis 14 mois les actes, les codes actes pour le télésoin, pour les pharmaciens, les infirmiers. On sait dans la transformation du système de santé, vont avoir un rôle qui va être très important. Donc du coup, il y a encore des freins réglementaires. Il va falloir aussi installer en termes d'usage, former les professionnels de santé. Ils ont été un peu poussés dans la piscine quand même, il faut se dire les choses, durant la pandémie. Donc il va falloir rattraper tout ça, les accompagner, réfléchir aussi à l'organisation du système de santé, la coordination, la téléexpertise, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait de permettre à un médecin généraliste de pouvoir consulter un expert, ça peut aider à identifier des maladies rares, des maladies qui sont pas bien appréhendées, accélérer finalement le délai d'errance, le délai de prise en charge et réduire l'errance thérapeutique. Donc ça, c'est des champs qui sont très intéressants. Alors là, il y a du coup un champ d'opportunités qui peut s'ouvrir aussi pour les laboratoires. Donc là, très clairement je vais prendre quelques exemples très concrets pour illustrer mon propos sur ce qu'on peut faire, des sujets qu'on travaille aujourd'hui, sur les maladies rares ou les maladies mal appréhendées, l'usage de la téléconsultation, couplé avec des campagnes de communication, de prévention, ça permet d'avoir un médecin qui a été formé sur une thématique, de pouvoir fournir un conseil et un premier niveau d'orientation vers le bon parcours de soins. Souvent, on sait sur ces pathologies, l'expert qui peut répondre à votre question, si vous êtes dans le Massif central, il est peut-être à Lille. Et donc voilà, et le digital, ça raccourcit les distances. C'est un cas très concret, très simple. Ça permet aussi de fournir, par exemple, un appui sur l'observance sur les maladies chroniques. Donc, j'étais voir mon médecin ou l'hôpital, et qu'est-ce qui se passe? Je me pose des questions. On sait parfois, l'observance, c'est un gros sujet. Et donc, comment je peux accéder à de l'information qualifiée? Le téléconseil, c'est un champ qui est très intéressant. On a tous vécu l'effet Google. Vous savez, vous avez un peu de fièvre, vous allez sur Google et là, tout d'un coup, vous avez l'impression que vous allez mourir dans les 15 jours qui viennent. Et en fait, c'est plus pertinent aussi de fournir des informations qualifiées, avoir la possibilité d'interroger un professionnel de santé à distance et pas avoir une information qui est dans la masse. Ce sont des champs très concrets. Et puis la téléexpertise, je pense que c'est un axe qui a un gros potentiel parce qu'il y a des domaines où il devient difficile d'accéder à un expert. Par exemple, dans la dermato, la pneumo, il y a plein de domaines où ça devient de plus en plus long. Je vais attendre 6 mois, 12 mois, 18 mois pour avoir un rendez-vous. Si j'ai un grain de beauté suspicieux, alors là, j'ai le temps d'avoir des vraies complications. Et donc, rendre possible au niveau du professionnel de santé, du médecin généraliste ou d'un professionnel de santé l'accès
à un expert à distance, très simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de champs comme ça, comme le télésoin aussi, la possibilité à faire un suivi à distance avec le pharmacien ou l'infirmière, qui sont particulièrement intéressants pour sensibiliser, animer une relation dans la durée autour d'une prise en charge ou de prévention vers les patients. Alors là, c'est vraiment des champs aujourd'hui qu'on explore massivement sur tous les sujets que je viens d'évoquer. On a vraiment des actions très concrètes en cours. Alors, je suis désolé, David, parce que je vais être un peu le maître du temps, mais c'est passionnant et il y a beaucoup de cas d'usage. Je suis en contact avec beaucoup de médecins qui maintenant analysent de manière assez subtile avec ce niveau de granularité que la télémédecine, c'est à certaines étapes de la prise en charge. Donc, certaines sont très adaptées et d'autres, il y a besoin de voir le patient. Donc, comme vous dites, je pense qu'il y a beaucoup de champs d'application. On va terminer avec Delphine et Delphine. Allez, en 2 minutes, Delphine, votre regard toujours d'actrice dans le domaine de la technologie, mais aussi au niveau international. C'est quoi la légitimité des acteurs industriels pour porter ces nouvelles approches, comme notamment Timothée a pu en parler? Je crois beaucoup effectivement à cette notion de légitimité. En fait, on le voit aujourd'hui, on l'a vu dans la crise du Covid. En fait, l'ensemble des acteurs ont su se mobiliser pour pouvoir apporter essayer de rétablir cette confiance. Les laboratoires ont été tout de même des acteurs majeurs pour essayer de nous sortir de cette crise. Je crois qu'effectivement, une des principales contraintes qu'il faut quand même avoir en tête, c'est la donnée autour du patient. On ne peut pas faire n'importe quoi autour du patient, comme on ne peut pas faire non plus n'importe quoi en termes d'usage. Donc simplicité dans les usages, simplicité dans les solutions proposées, je crois que ça c'est un point important. Peut-être le patient vu dans son ensemble, parce que souvent ce qui est parfois problématique, ce que l'on voit, c'est le silotage des industriels qui correspond au silotage de leur BU et donc au silotage aussi des solutions. Or, le patient, en fait, il est polypathologie. Donc, en fait, il faut peut-être le voir dans son ensemble. Et puis, s'interroger aussi sur les systèmes d'information, parce que le nerf de la guerre, c'est que cette interopérabilité nécessaire pour que toute cette dynamique digitale soit efficace, peut-être aussi trouver des acteurs qui sachent gérer cette interopérabilité-là et qui ne viennent pas de manière holistique remplacer ou faire des changements du sol au plafond dans l'organisation des entreprises. Donc, agilité en termes de techno, respect de la réglementation et considérer que c'est un levier, et puis peut-être envisager le patient comme étant la vraie cible d'une manière partenaire entre les industriels du médicament et les professionnels de santé. Merci Delphine. Delphine, on va terminer avec vous puisque je vois tous ces acteurs autour de la table qui sont passionnés et passionnants par rapport à la technologie, mais in fine, elle est toujours pour l'intérêt du patient. Donc je vous donne un petit peu le mot de la conclusion. Vous, par rapport à tout ce qui s'est dit dans cette table ronde, quel enseignement vous en tirez et peut-être les conseils que vous pourriez donner à tous les acteurs pour que ces frontières de la e-santé se développent? Alors, du coup, je vais rejoindre un petit peu les propos de Delphine donc, sur l'interopérabilité. Je pense qu'effectivement, c'est un des enjeux de la santé numérique de demain. L'espace numérique de santé est en train de poser les jalons de cette interopérabilité et je pense que c'est ce que les patients attendent aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que le suivi justement de l'usager et la prise en soin ne soit plus en silo, je crois qu'il faut améliorer la capacité d'agir, on l'a dit tout à l'heure, sur l'empowerment de l'usager pour améliorer donc l'adhésion thérapeutique et de manière plus générale la santé de tous les citoyens parce qu'on est tous concernés. Très bien Delphine, écoutez, merci pour votre participation, merci à vous toutes et tous pour cette préparation. Je sais que vous avez passé du temps et ces gens qui étaient totalement passionnants. Merci également à Franck Lemer et également à Pierre Sanchez donc pour leur invitation. On peut continuer bien sûr les échanges sur les réseaux sociaux, donc on vous invite à nous contacter et bien sûr sur les réseaux, on partage beaucoup de veille, je sais que j'en suis beaucoup, donc sur LinkedIn et Twitter pour continuer et à très vite pour les prochains échanges sur la e-santé en France. Merci. Merci.